Salut, c'est Max, j'espère que tu vas bien. Alors dans les précédentes vidéos, on a discuté un petit peu de la technologie blockchain. Je t'ai notamment expliqué pourquoi je pense que cette technologie est absolument révolutionnaire, pourquoi je pense qu'elle va totalement changer la manière dont fonctionnent nos sociétés à l'avenir. Et puis on a également discuté des crypto-monnaies et notamment de leurs avantages par rapport aux devises fiduciaires centralisées, traditionnelles telles que l'euro, le dollar, etc. Donc si tu n'as pas vu ces vidéos et que ça t'intéresse, tu peux les retrouver en cliquant sur la vignette qui va s'afficher par ici. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser aux différences fondamentales qui existent entre les blockchains de première génération telles que Bitcoin par exemple et les blockchains de seconde génération telles que la blockchain Ethereum. Donc on a vu dans les précédentes vidéos qu'une crypto-monnaie, ça va être une blockchain dont le registre distribué va en fait être un registre de transactions. Et donc historiquement, les premières blockchains qui sont apparues ne vont pas beaucoup plus loin que ça. Donc on va avoir une unité de compte, par exemple le Bitcoin, on va avoir un registre distribué qui va servir à enregistrer des transactions effectuées avec cette unité de compte. Et puis on va avoir un mécanisme de consensus décentralisé avec un système de récompense pour inciter les nœuds du réseau, les mineurs, à utiliser leur puissance de calcul informatique pour sécuriser la blockchain et vérifier la validité des transactions. Ces blockchains-là sont dites de première génération et vous allez y trouver par exemple Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Zcash, Monero, etc. L'avantage de ces blockchains de première génération, c'est leur niveau extrêmement élevé de sécurité qui va être dû notamment à leur relative simplicité au niveau technologique, mais également à leur ancienneté qui a permis de corriger avec le temps les éventuelles vulnérabilités et surtout de prouver, de par leur utilisation dans la vie réelle avec de l'argent réel, qu'elles sont véritablement sécurisées. Et aujourd'hui, ces blockchains de première génération continuent toujours à évoluer, notamment à travers deux axes. Le premier, ça va être la scalabilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir accepter un nombre de plus en plus élevé de transactions par seconde tout en maintenant des frais de transaction suffisamment bas et des temps d'exécution des transactions suffisamment courts et bien sûr en maintenant le même niveau de sécurité. Donc c'est notamment ça qui était au cœur du débat lors de la fork Bitcoin Cash. Pour ceux qui avaient suivi l'été dernier, Bitcoin Cash c'est une crypto-monnaie qui est en fait une fork de Bitcoin. Donc on parlera des forks etc. dans une prochaine vidéo pour vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Et simplement, le débat entre Bitcoin Cash et Bitcoin, ça venait du fait que Bitcoin, à ce moment-là, avait des frais de transaction qui étaient de plus en plus élevés du fait d'une utilisation de plus en plus importante du réseau Bitcoin. Et donc, il y a des développeurs qui ont décidé de changer un petit peu les règles du protocole Bitcoin pour permettre une plus grande scalabilité, pour pouvoir faire baisser les frais de transaction et avoir des temps d'exécution plus courts, tout en acceptant de plus en plus de transactions par seconde. Et le deuxième axe d'amélioration pour ces blockchains de première génération, ça va être la confidentialité des transactions. Donc là, ça va être des blockchains comme Zcash ou Monero par exemple, qui sont des blockchains qui vous permettent de réellement anonymiser et rendre totalement confidentielles vos transactions. C'est-à-dire que même pour quelqu'un qui irait lire la blockchain, sur ce type de blockchain-là, en fait, il ne serait pas capable de dire entre quelles adresses la transaction a été effectuée. Et donc aujourd'hui, je voulais aller un petit peu plus loin avec la technologie blockchain et vous parler des blockchains de deuxième génération. Donc les blockchains de deuxième génération, elles vont s'appuyer sur la même base technologique que les blockchains de première génération, c'est-à-dire un registre distribué et des mécanismes de consensus décentralisés. Mais là où le registre distribué d'une blockchain de première génération permet simplement d'enregistrer des transactions, celui d'une blockchain de deuxième génération va permettre non seulement d'enregistrer des transactions, mais également d'enregistrer du code informatique qui va ensuite pouvoir être exécuté directement sur la blockchain. Et ça change absolument tout les amis. Donc la première blockchain de deuxième génération qui a été inventée, c'est la blockchain Ethereum. Elle a donc été créée en 2014 par Vitalik Buterin et la fondation Ethereum. Et c'est donc la première blockchain qui permet l'exécution directement sur la blockchain de petits morceaux de code informatique qui y sont stockés. Donc ces petits morceaux de code informatique, on appelle ça des smart contracts, littéralement des contrats intelligents. Et ces smart contracts, ils vont pouvoir être enregistrés sur la blockchain par n'importe quel utilisateur. Il suffit simplement pour ça d'envoyer une transaction un petit peu spécifique qui va contenir le code en question.
Une fois que le smart contract est publié sur la blockchain, il se voit attribuer une adresse publique qui va être donc l'adresse du smart contract et à partir de ce moment-là, il n'est absolument plus possible de modifier le code contenu dans le smart contract. Et comme ce code est disponible publiquement sur la blockchain, n'importe qui peut aller le lire et n'importe qui peut comprendre exactement ce qui va se passer lorsque le code va être exécuté. Et enfin, pour pouvoir exécuter le code contenu dans le smart contract, il suffit d'envoyer une transaction un petit peu spécifique vers l'adresse publique du smart contract avec un certain nombre d'informations comme par exemple quelle fonction vous voulez exécuter, avec quels paramètres, etc., etc. Une telle transaction, on appelle ça un smart contract call et c'est une transaction un petit peu spécifique parce qu'elle n'a pas forcément besoin de transférer de la valeur en Ether. L'Ether, c'est l'unité de compte de la blockchain Ethereum. Tout ce qu'il faut avoir dans cette transaction, c'est simplement les instructions pour l'exécution du code du smart contract. Voilà, donc ces histoires de smart contract, ça a peut-être l'air de rien comme ça, mais il faut comprendre que ça ouvre des possibilités absolument extraordinaires. Il y a deux aspects principaux qui sont révolutionnaires là-dedans. Le premier, c'est d'avoir du code informatique qui va être stocké de manière absolument transparente et inaltérable. Personne ne peut modifier le code informatique du smart contract une fois qu'il a été publié sur la blockchain. Et donc tout le monde peut aller le lire et vérifier, essayer de comprendre et vérifier ce qui va se passer lorsque le code va être exécuté. Et ensuite, l'autre aspect qui est absolument révolutionnaire, c'est que ce code va être exécuté de manière totalement décentralisée. N'importe quel utilisateur de la blockchain va pouvoir envoyer des smart contract calls et exécuter le code de ces smart contracts et ils vont être exécutés en utilisant tout simplement la puissance de calcul du réseau de la blockchain, la puissance de calcul qui est fournie par les mineurs, par les nœuds de ce réseau. C'est donc exécuté de manière totalement décentralisée. Il n'existe aucun serveur central qui est responsable de fournir la puissance de calcul nécessaire pour exécuter ces smart contracts. Donc on va maintenant parler des différents cas d'usage et vous allez comprendre que ça offre des possibilités absolument extraordinaires. Alors un premier cas d'usage de ces smart contracts, c'est ce qu'on appelle les tokens ou littéralement les jetons en français. Qu'est-ce que c'est un token? Eh bien, ça va être en fait un objet unique qui va être créé sur la blockchain, donc par exemple sur la blockchain Ethereum, et dont les règles d'utilisation vont être spécifiques et déterminées par le code qui se trouve dans le smart contract. Donc, pour vous donner un exemple d'utilisation de ces tokens, je vais vous parler du modèle de financement, en fait, d'un modèle de financement qui est apparu avec la blockchain et qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui et qui s'appelle les ICO. Donc ICO, ça veut dire Initial Coin Offering et c'est un modèle de financement participatif en fait. Voici comment ça marche. Imaginons que je sois un créateur de start-up et que voilà, je suis en train de créer un super produit, un super service et je pense que ça va cartonner. Ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais aller sur la blockchain Ethereum et je vais créer un smart contract qui crée par exemple 100 millions de tokens. Voilà, c'est 100 millions d'unités de compte différentes et mon smart contract il stipule bien qu'il n'y en aura jamais plus que 100 millions. Voilà, c'est dans le code. Une fois que c'est publié, c'est comme ça pour toujours, ça ne peut plus être changé. Donc je crée mes 100 millions de tokens. Et ensuite, je vais voir des investisseurs, je fais un petit peu de marketing, je fais un petit peu de com, je parle de mon projet et j'explique aux gens que s'ils veulent investir dans mon projet, eh bien, ils peuvent tout simplement acheter mes tokens. Comment est-ce qu'ils achètent mes tokens? Eh bien, il leur suffit pour ça de faire une transaction sur la blockchain Ethereum. Ils m'envoient des Ethers. Les Ethers, c'est l'unité de compte, c'est une crypto-monnaie donc sur la blockchain Ethereum. C'est quelque chose qui a une valeur dans le monde réel. Donc moi, s'ils m'envoient leurs Ethers, je vais pouvoir les revendre derrière ou bien payer mes employés avec, etc. pour financer mon projet. Et en retour, ce que les investisseurs vont obtenir lorsqu'ils m'envoient mes Ethers, le smart contract va automatiquement leur allouer une certaine quantité de tokens qui auront été créés. Donc en gros, les mecs, les investisseurs, ils vont m'acheter mes tokens contre des Ethers. Voilà comment moi je finance mon projet. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que les mecs ils te fileraient leur argent comme ça, leur crypto-monnaie comme ça, parce qu'a priori mes tokens, je les ai créés comme ça, à partir de rien, ils n'ont donc aucune valeur. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est-à-dire que ces tokens, comme ce sont des objets uniques sur la blockchain, il est possible de leur donner une certaine utilité. Par exemple, ce que je vais pouvoir faire, si je crée un super produit que tout le monde va vouloir utiliser, je vais pouvoir dire, bah voilà, les gens qui vont vouloir utiliser mon produit à l'avenir, lorsqu'il sortira, ils seront obligés d'utiliser les tokens en question pour me payer. En fait, l'utilisation du produit sera payante, mais uniquement avec les tokens en question. Ou peut-être avec, voilà, il faudra que dans le paiement, il y ait un tel pourcentage de tokens et le reste, ça pourra être d'autres crypto-monnaies. Ce genre de modèle.
Et donc ça, en fait, c'est ça qui va donner une valeur au token. C'est-à-dire que moi, si le produit que je sors, il rencontre un certain succès, s'il y a beaucoup de gens qui veulent l'utiliser, eh bien, ça va créer une demande pour le token en question. Comme les gens seront obligés de payer avec le token pour pouvoir utiliser mon produit, eh bien, ça va créer une demande pour le token et ça va avoir tendance à faire augmenter son prix. Et c'est ça, en fait, c'est à ça que pensent les investisseurs lorsqu'ils m'envoient leurs Ethers, lorsqu'ils m'envoient leur argent pour m'acheter mes tokens. Ils se disent, ok, le mec il fait une levée de fonds maintenant, il n'a pas de produit. Le prix du token, il est très très bas parce que voilà, c'est simplement pour son financement. Mais si jamais il rencontre un certain succès, si jamais il sort effectivement son produit et que le produit est utilisé par beaucoup de monde, le prix du token va exploser. Et c'est donc comme ça que les investisseurs espèrent réaliser un profit. Et donc voilà, c'est un modèle de financement qui est permis par la technologie blockchain, par les blockchains de deuxième génération. C'est extrêmement intéressant et c'est un modèle qui est de plus en plus utilisé, ce modèle des ICO. Et on a eu d'ailleurs une jolie bulle spéculative sur les ICO en 2017. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu. Ça a été complètement la folie. Il y a eu énormément de projets qui se sont lancés comme ça et on a eu des startups qui se sont financées à hauteur de dizaines, centaines de millions de dollars comme ça. Donc voilà, c'est un modèle qui est assez intéressant et c'est un des premiers cas d'usage des smart contracts. Un deuxième cas d'usage qui est intéressant pour ces smart contracts, c'est le fait de pouvoir stocker des données de façon décentralisée sur la blockchain. Donc en fait, vous pouvez utiliser un smart contract pour stocker des données. Pour cela, vous auriez tout simplement besoin d'avoir la fonction qui va bien dans le smart contract et d'envoyer des transactions avec les données que vous voulez stocker vers le smart contract en question en précisant voilà, quelle fonction vous voulez exécuter, comment vous voulez stocker vos données, etc. Et donc c'est possible de stocker vos données de manière encryptée ou non, voilà, si vous voulez qu'elles soient publiques, voilà, parfois c'est intéressant que ça soit transparent sur la blockchain, parfois c'est gênant, tout est possible. Et donc le fait qu'on ait des smart contracts qui peuvent à la fois exécuter du code et stocker des données, ça ouvre également des possibilités au niveau des applications. Donc je ne sais pas si vous savez, mais une application traditionnelle, ça fonctionne en général avec un côté serveur, c'est-à-dire un serveur central voilà, qui est hébergé. Voilà, c'est des grosses machines, des gros ordinateurs qui sont chargés d'effectuer tous les gros calculs un peu compliqués pour faire tourner l'application. Et également, on a des bases de données centralisées où on va stocker toutes les données, voilà, les comptes utilisateurs, toutes les informations dont on a besoin pour que les utilisateurs puissent utiliser l'application. Et du côté utilisateur, on va avoir la partie client de l'appli. Et donc la partie client, c'est tout simplement le petit logiciel que vous installez sur votre smartphone, sur votre ordinateur et qui va envoyer des requêtes au serveur et aux bases de données centrales pour obtenir les informations et faire exécuter les calculs dont vous avez besoin, vous, pour faire tourner votre appli. Ça, c'est une application traditionnelle. Et en fait, la possibilité absolument extraordinaire et révolutionnaire qu'offrent les smart contracts et les blockchains de deuxième génération, c'est le fait d'avoir des applications décentralisées. On appelle ça des dApps. Donc les dApps, ce sont des applications où en fait vous passez totalement du côté serveur, base de données centralisée, vous oubliez ça et vous remplacez ça en fait par des smart contracts sur la blockchain. Ce sont les smart contracts sur la blockchain qui vont s'occuper de stocker les données dont vous avez besoin et qui vont s'occuper d'exécuter, de faire les calculs informatiques dont vous avez besoin pour faire tourner votre application. Et ça, c'est extrêmement intéressant, les amis, parce que en fait, vous allez tout simplement utiliser la puissance de calcul du réseau de la blockchain pour faire tourner votre application. Et un exemple de ça, je voulais vous donner un exemple de dApp, donc un exemple qui a fait pas mal de bruit à la fin de l'année 2017, ce sont les CryptoKitties. Alors je ne sais pas si vous avez vu ça, qu'est-ce que c'est les CryptoKitties? C'est en fait des chats virtuels, voilà, des animaux virtuels qui vont être uniques. Donc en fait donc voilà, c'était des chats, donc chaque chat il va être absolument unique et chaque chat il va correspondre à un token unique particulier, donc il va correspondre à un smart contract. Et donc comment ça se passait? En fait, les gens pouvaient acheter ces chats avec des Ethers, c'était sur la blockchain Ethereum, et ils pouvaient également les croiser, les faire se reproduire, etc. Donc voilà, vous preniez deux chats uniques, vous les croisiez, donc ça correspondait en fait à une transaction Ethereum, et ça créait un nouveau token unique, un nouveau chat qui avait des propriétés un petit peu combinées des deux précédentes, etc. Voilà, donc c'était bon, c'est pas forcément l'utilisation la plus intéressante de la blockchain. Voilà, puisque bon, c'est un petit peu débile, mais c'est quand même intéressant parce que ça a démontré en fait la possibilité d'avoir ce type d'application décentralisée. Vous aviez du coup vous aviez un site web CryptoKitties ou je sais pas quoi où vous pouviez montrer les chats que vous aviez.
les revendre. Il y en a qui se sont revendus pour des milliers de dollars à l'époque, c'était complètement fou. Et c'était intéressant parce que ça a également montré les limitations à cette époque-là de la blockchain Ethereum, puisque en fait l'engouement qui a été suscité par ce truc-là, par les CryptoKitties, ça a fait qu'il y a eu beaucoup de transactions qui ont commencé à être effectuées sur la blockchain Ethereum pour s'envoyer des chats, les croiser, machin, etc. Et donc ça a commencé à saturer en fait le réseau. Tout simplement, il n'y avait pas assez de puissance de minage pour exécuter en fait toutes ces transactions, les vérifier, etc. Et donc ça aboutit en fait à une explosion des frais de transaction parce que d'un coup il n'y avait plus assez de mineurs pour toutes les transactions et donc c'était à celui qui payait le plus cher en frais de transaction pour pouvoir faire passer sa transaction. Et donc voilà, bon, ça a été intéressant, c'était la première DApp, application décentralisée, qui a vraiment été populaire et ça a également montré voilà, les limitations actuelles des blockchains qu'on a aujourd'hui en termes de scalabilité. Rapidement, avant de terminer, d'autres cas d'usage de ces smart contracts. On va avoir pas mal de cas d'usage au niveau de tout ce qui concerne les transactions entre les entreprises. Voilà, on appelle ça des smart contracts parce que c'est véritablement des contrats en fait. Comme on est capable de voir à l'avance qu'est-ce qui va être exécuté par le code, eh bien ça permet par exemple à des entreprises d'interagir ensemble en étant certaines de ce qui va se passer. Voilà. Si moi je veux vous acheter, je sais pas moi, un service ou certaines informations, ou je veux voilà, payer pour que vous exécutiez certaines choses au niveau de votre entreprise, eh bien, on peut passer par un smart contract. Et dans le code du smart contract, tout sera codé à l'avance. Comme ça, je suis certain qu'au moment où j'envoie l'argent sous forme d'Ether, eh bien, tout va être exécuté exactement comme on s'est mis d'accord. Et vous n'allez pas voilà, m'arnaquer ou pas faire ce qu'on avait dit, etc. Donc ça, c'est également très intéressant. Ça va avoir énormément d'applications dans le domaine voilà, des administrations, dans le domaine de la finance, etc. Entre les entreprises entre elles, comment elles interagissent, comment elles se payent pour certains services, etc. Ça va avoir énormément d'applications. Une autre petite application intéressante, c'est les wallets, ce qu'on appelle les multisig wallets. C'est des porte-monnaies de crypto-monnaies, mais qui sont un peu particuliers. Donc un porte-monnaie classique de crypto-monnaie, vous avez votre clé privée et votre clé publique, et pour pouvoir dépenser vos fonds, il faut que vous rentriez votre clé privée, et en gros voilà, ça débloque, ça vous donne accès à vos fonds et vous pouvez envoyer vos transactions. Les multisig wallets, c'est un petit peu différent. Ça correspond à un porte-monnaie en fait où on va avoir par exemple 5 personnes qui possèdent chacun une clé privée différente, et pour pouvoir dépenser les fonds qui se trouvent dans le wallet, dans le porte-monnaie, il y aura besoin de 3 clés parmi les 5, n'importe lesquelles. Donc ça c'est intéressant, notamment pour les gens qui créent des startups, etc., qui ont accès à des financements et qui veulent répartir en fait l'autorité sur les fonds à travers les différents fondateurs d'une startup. Voilà, imaginons qu'il y a 5 mecs qui créent une startup et ils disent voilà, il faut qu'il y en ait au moins 3 sur les 5 qui soient d'accord pour dépenser les sous, donc on va utiliser un wallet multi-signature comme ça, et ça c'est le genre de choses qui sont permises par des smart contracts en fait. Comment ça marche? C'est simplement le smart contract, il va détenir les fonds ils vont être stockés sous forme d'Ether dans le smart contract, et pour pouvoir les dépenser, il faudra envoyer un certain type de transaction vers le smart contract avec l'ordre de dépenser les fonds en provenance de au minimum 3 des 5 adresses des fondateurs, des mecs qui possèdent les fonds. Et donc comme les mecs ont besoin de leur clé privée pour envoyer cette transaction, eh bien, ça permet de s'assurer que voilà, c'est bien les 3 personnes parmi les 5 qui ont été déterminées à l'avance qui vont pouvoir avoir autorité sur les fonds. Voilà, donc ça c'est encore un cas d'usage assez intéressant. Il y en a plein d'autres, on en parlera à l'avenir, on va en parler beaucoup de ces smart contracts parce que c'est vraiment ça qu'on utilise principalement aujourd'hui au niveau de la technologie blockchain, et c'est absolument passionnant. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, je vous la fais pas trop longue, j'espère que ça vous aura intéressé. Blockchain de première génération, blockchain de deuxième génération, aujourd'hui on a des blockchains de troisième génération qui arrivent, qui ont des fonctionnalités, des possibilités encore plus extraordinaires. Donc voilà, c'est vraiment des choses extrêmement intéressantes, et j'espère que vous commencez à vous rendre compte un petit peu de l'impact que tout ça va avoir sur la manière dont on fonctionne dans nos sociétés, au niveau de nos entreprises, voilà, au niveau de nos administrations, etc. C'est absolument fantastique, c'est absolument énorme les amis. Voilà, donc sur ce, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo avec vos amis, mettez-moi des likes, ça me fait plaisir, et puis on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo, et surtout n'oubliez pas les amis, la liberté ça commence dans la tête. Ciao!